Merci également à vous toutes et vous tous pour votre présence aujourd'hui et pour l'opportunité que ça représente pour nous de vous présenter aujourd'hui des travaux qui, je dois le préciser aussi, en sont à un stade quasi embryonnaire. Aujourd'hui, on va vous parler un peu plus en détail de cette extraction statistique et de l'analyse qualitative qui en a suivi, de termes médicaux vulgarisés que nous avons tirés d'un corpus de retranscription issu du MAC de la santé qui nous a été gracieusement fourni par l'INA et qui, je le précise tout de suite en préambule, a été retranscrit automatiquement par Whisper, effectivement, et qui a été corrigé pour certaines parties qui étaient corrigeables par des étudiantes du Master T6 Communication de la Santé de l'Université Lumière Lyon 2, afin d'obtenir des résultats qui sont les plus précis possibles. Merci encore de nous avoir invités. Pour commencer, notre point de départ, ça serait de voir de manière globale comment ce modèle participatif et les relations entre patients et médecins. C'était avant les années 90, euh, la relation entre médecin et patient, c'était modèle paternalisant et unilatéral. Le médecin décide pour le patient. Donc, cette période marque en effet un tournant majeur au moment où le patient commence à être envisagé comme une part entière de la relation de soins et non plus comme un simple récepteur donc de discours médical. Donc, il est placé vraiment au centre des recherches et vulgarisation médicale. Et ça, on voit très bien avec les recommandations de Haute Autorité de Santé 20 ans après, en 2015. Une fois que il est vraiment la relation entre médecin et patient placée vraiment au milieu de tout ce qui est domaine médical. Euh, les démarches centrées sur le patient, ils ont créé des outils pour vulgariser, pour faire que le patient puisse identifier à sa maladie, ou ils puissent aussi, ils ont fait les 3 outils, faire dire les brochures et le guide de décision partagé. Tout cela a encouragé à donner une voix plus active aux patients. Progressivement, les linguistes ont observé l'émergence de ce modèle participatif que le patient participe vraiment. Ce changement de paradigme, étudié notamment par Valérie Delavitte, a ouvert la voie à nombreuses recherches sur les mots employés et les stratégies de communication et les infractions qui structurent le dialogue médical. Et vu qu'on a parlé de terminologie, de linguistes, j'aimerais bien juste vous donner une idée générale de l'approche terminologique actuelle. La deuxième moitié du XXe siècle, on a Cabret qui propose une approche communicative de la terminologie. Donc le terme n'est pas simplement un mot ou un concept, c'est devenu aussi un mot, un concept et la situation de communication. Donc le terme devient une entité à 3 facettes. On a un mot, un concept et un outil de communication. Donc l'objectif vraiment, cette fois, c'est observer comment les termes sont vraiment utilisés et selon les contextes. Comme ça va permettre à comprendre la variation de ces termes. Par exemple, quand on vulgarise pour le grand public, et vu que j'ai cité vulgariser, quelque chose, un mot vulgarisé ou un terme vulgarisé, c'est une unité linguistique spécialisée, donc soit un terme scientifique ou technique, qui a été adapté pour un usage dans la langue courante afin de faciliter la communication avec le grand public. En résumé, on passe d'une approche qui est figée et standardisée à une approche plus simple et centrée sur l'usage. Donc, notre objectif de recherche ici repose sur un calcul de spécificité en utilisant un corpus non spécialisé comme référence. Et l'idée de tester cette méthode pour voir si elle détectait bien des termes simples proposés comme alternatifs à des termes plus techniques, plus complexes. Et ensuite, on va évaluer les stratégies de vulgarisation
pas avec une échelle de complexité. Donc, vraiment, le but, c'est de réduire le fossé linguistique entre les médecins et les patients. Alors, ces différents objectifs s'appuient sur plusieurs postulats. En premier lieu, heu, une hypothèse que le présentateur au sein du magazine de la santé ou le médecin qui intervient, peuvent, au choix, puiser, mais souvent dans un réservoir de mots généraux afin de constituer des alternatives vulgarisées à des termes techniques. Une deuxième hypothèse qui est relative au fait que les mots de ce réservoir, les unités linguistiques qui y font référence, pourraient donc être en principe isolés via un calcul de spécificité qui est inspiré de certain nombre de travaux, que ce soit Lafont, Patrick Drouin ou encore plus récemment Coralie Reutenauer. Et donc en quelques mots, la spécificité, ça correspond à une mesure statistique qui indique si une fréquence observée d'un itel donné dans un corpus est significativement différente en fonction de la fréquence qui sera observée cette fois-ci dans un corpus de référence. Heu, Quant au terme vulgarisé en tant que tel, alors nous postulons qu'il puisse être détecté via une double application du calcul de spécificité. Un premier qui va s'appuyer sur la comparaison entre les 2 corpus de la fréquence des lemmes, c'est-à-dire donc la forme d'un mot tel qu'il apparaît dans le dictionnaire, que nous avons siglé en LES et auquel nous ajoutons la spécificité sémantique, donc relative celle-ci au sens que nous allons définir via le recours à un outil de l'université de Lancaster qui s'appelle W-Matrix, qui est un outil d'étiquetage sémantique. Comprenez par là donc que chaque mot du corpus qui est fourni au logiciel se voit attribuer une catégorie sémantique. Vous avez quelques exemples ici, comme religion, moyen de transport, etc. Et donc, on va comparer la fréquence des étiquettes ou des lemmes en fonction de ce qu'on veut calculer dans le corpus spécialisé. Comprenez là le corpus de l'UNA sur lequel je vais revenir dans un tout petit instant. Et on va voir la même fréquence de ces mêmes items dans le corpus de référence afin d'obtenir ou bien la spécificité lématique ou bien la spécificité sémantique. Alors, les corpus, venons-en au corpus. On va vérifier tous les postulats évoqués précédemment via l'exploration de ces 2 corpus. Donc le premier, c'est celui que l'INA nous a gracieusement fourni, qui est composé d'environ 10 retranscriptions par an entre 2009 et 2019. L'empan diachronique n'a pas nécessairement grand intérêt ici, ne le retenez pas. De l'émission grand public de vulgarisation Le Mac de la santé, qui se prête donc bien à une étude de la vulgarisation en contexte médical. Et on a également mis sur pied un corpus écrit, celui-ci de références non spécialisées, dont nous nous servons à des fins de comparaison, afin d'établir donc les scores de spécificité que nous évoquions et que nous avons construits semi-automatiquement à partir de journaux généralistes type Le Monde. Une toute petite précision, l'outil W-Matrix étiquette également les signes de ponctuation, ce qui gonfle donc artificiellement et qui explique la différence entre le nombre de mots conflus et le nombre d'étiquettes contenues. Et donc petite précision, les scores de spécificité sémantique ne considèrent pas les étiquettes qui sont relatives à la ponctuation. On les évacue en amont. Donc la détection de termes vulgarisés telle que nous allons la développer peut être illustrée, simplifiée via ce schéma. On postule donc que les termes vulgarisés sont composés d'au moins un lemme, dont la spécificité lématique est supérieure à 1,96, rattaché à une étiquette dont la spécificité est inférieure à 3,09. En d'autres termes, des lemmes qui sont anormalement présents dans le corpus de l'INA, rattachés à des champs sémantiques qui sont impropres en principe au domaine médical. On a volontairement abaissé le seuil de spécificité lématique à 1,96 dans l'optique que notre filet ratisse un petit peu plus large et qu'on essaye au passage d'attraper des lemmes qui sont peu souvent mobilisés par les locuteurs, mais qui n'en sont pas pour autant moins des termes ou des termes vulgarisés. Donc, sur la méthodologie, très rapidement, très synthétiquement, au premier lieu, on va étiqueter les 2 corpus avec W-Matrix afin d'obtenir les occurrences des étiquettes sémantiques pour, dans un second temps, pouvoir déterminer la spécificité sémantique, toujours en comparant les occurrences dans les 2 corpus. Ensuite, on lématise et on étiquette grammaticalement les 2 corpus afin de conserver et de dénombrer les occurrences des lemmes que nous considérons couramment comme terminogéniques, c'est-à-dire qui produisent des termes dans les langues de spécialité. Donc on a ici les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes. Et ceci fait, on peut toujours déterminer, via la comparaison des corpus, mais cette fois-ci des occurrences des lemmes, la spécificité lématique. On applique ensuite notre double exigence de spécificité, afin de ne conserver donc que ceux qui ont une LES égale ou supérieure à 1,96 et une LAS inférieure ou égale à 3,09. Et cette étape est complétée par un tri manuel afin d'évacuer le bruit. Vous allez voir, nous en avons vu. Donc ici, on vous montre globalement une typologie de la complexité terminologique. Comme vous voyez ici, on a 3 catégories. On a terminologie opaque qui va représenter les termes qui sont difficiles à comprendre. Ils ne nous donnent pas aucun indice sur leur sens, comme par exemple angine de Ludwig.
Ensuite, on a un terme peu transparent, donc c'est des termes qui vont être des racines peut-être connues, mais leur sens reste flou, comme rétinoblastome. Et encore, à la fin, on a termes complexes. C'est les termes qui sont des mots, qui ont composé des mots longs et techniques, comme polyartérite rhumatoïde juvénile systémique, par exemple. Les termes vulgarisés et non vulgarisés vont être analysés par une échelle de complexité qui est composée de 5 critères qui sont notés de A à E, comme vous voyez. Donc, on a la transparence morpholexicale, donc est-ce que ça donne des indices sur la signification ou non. On a la fréquence d'usage, est-ce que c'est vraiment le score non spécialisé, spécialisé. Degré de spécialisation, est-ce que c'est dans le langage courant. Complexité conceptuelle, reste vraiment, on a un concept et c'est simple, le terme représente un concept simple à visualiser ou c'est très abstrait. Et on a la charge cognitive, est-ce que c'est quelle connaissance nécessaire préalable au terme qu'on doit savoir pour qu'on puisse deviner c'est quoi ce terme-là. Alors, les quelques diapositives donc, qui vont suivre font l'inventaire des lemmes que nous avons réussi à détecter via cette méthode, qui sont donc imbriquées dans des propositions terminologiques vulgarisées. Pour chaque lemme, vous avez donc le lemme, sa spécificité sémantique, l'étiquette à laquelle il a été rattaché, la signification de l'étiquette, la spécificité d'étiquette, et enfin le ou les termes vulgarisés auxquels il est associé. Et à chaque fois, vous avez à minima un exemple d'utilisation où le terme vulgarisé est utilisé en miroir du terme non vulgarisé. Alors on a par exemple ici blanc qui est imbriqué dans blanc de l'œil qui est mis en regard de sclère, petit qui nous a mené à petit intestin qui est mis en regard d'intestin grêle, prothèse dans prothèse vocale vis-à-vis de laryngophone, trouble factice, trouble bipolaire qui sont mis en regard de pathomimie ou de psychose maniaco-dépressive. On a une deuxième salle de résultats, rétine qui mène à cancer de la rétine, mise en regard de rétinoblastome, évidemment aussi maladie qui se retrouve imbriquée dans maladie de l'œil qui est mise en regard de glaucome, estomac qui se retrouve dans troubles musculaires de l'estomac et syndrome de l'estomac paresseux qui sont deux alternatives vulgarisées au terme technique gastroparésie, et enfin fatigue qui se suffit à lui-même et qui est relié à asthénie, qui est un terme technique. Et vous aurez peut-être remarqué au fur et à mesure que je faisais défiler ces quelques slides, il y a énormément d'étiquettes qui correspondent à la catégorie Z99, qui correspond donc à une catégorie qui s'appelle non reconnue, ce qui signifie donc que l'outil d'étiquetage n'a pas réussi à attribuer une catégorie, un champ sémantique au lemme. Et ça, on va y revenir un petit peu dans nos conclusions un petit peu plus tard. Il y a également des résultats qui n'ont pas pu être détectés du fait d'une spécificité lemmatique qui, en dépit de nos efforts d'abaissement de seuil, demeure trop faible. On a par exemple cirage et pâté qui se retrouvent dans des propositions dites dans le cirage ou dans le pâté, mise en regard, merci du sommeil. On a figue qui est imbriqué dans le syntagme terminologique verrufigue, mise en regard de condylome. Et je finis avec véron, les yeux vérons, l'hétérochromie, et enfin boule de graisse, lipome. Là, on va analyser un petit peu plus en détail nos résultats. Donc, on commence avec la critère de l'échelle de complexité. Donc, la première critère, c'est la transparence morpholexicale, comme vous voyez ici sur les schémas. Donc, ça veut dire à quel point un terme est facile ou difficile à comprendre selon sa forme. Vous voyez ici à gauche, on a les termes les plus transparents, comme blanc de l'œil, maladie de l'œil, petits instincts, le son est clair, et même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. En avançant donc vers la droite, les termes deviennent un petit peu moins transparents. Donc, on a comme syndrome de l'estomac paresseux ou trouble bipolaire. Et après, puis on arrive donc au terme peu transparent ou même opaque comme asthénie, rétinoblastome, pathomimie. Donc, ces mots sont techniques, souvent d'origine grecque ou latine. Ils ne donnent pas spécialement un indice immédiat sur leur sens. L'idée donc de ce graphique, c'est de montrer le continuum d'une morphologie très transparente ou pas transparente pour comprendre à quel niveau se situent les termes médicaux selon leur complexité. En passant par le
le BEC, les fréquences d'usage et le degré de spécialisation. Comme vous voyez ici sur les tableaux, la relation donc entre fréquence d'un terme et son degré de spécialisation. On compare ici deux types de sources. On a Google qui reflète l'usage général et Google Scholar qui va représenter l'usage scientifique ou spécialisé. Au départ, quand on a fait le tableau, nous formulions l'hypothèse que les termes vulgarisés vont apparaître plus fréquemment que leurs termes non vulgarisés dans les corpus généraux. Mais en fait, l'analyse de données présentée donc révèle une situation plus nuancée. La répartition entre les deux catégories tend à s'équilibrer. En fait, on était à 50-50. Donc, il y a des termes qui étaient vulgarisés, mais en fait, on utilise les termes techniques toujours beaucoup plus. Par exemple, comme intestin grêle, c'est une fréquence d'usage supérieure à son forme vulgarisée. Et en rare exception, le terme vulgarisé possède une fréquence plus élevée dans Google Scholar. C'est le cas donc de troubles bipolaires ou psychose maniaco-dépressive. Ce résultat suggère que les termes vulgarisés donc, sont, même s'ils sont peut-être bien faits, ils n'ont pas eu un succès auprès des gens qui l'utilisent, ceux qui ont préféré d'utiliser les termes techniques, parce que pour eux, c'est plus pertinent. Et concernant donc les deux critères qui nous restent, charge cognitive et complexité conceptuelle, on va utiliser une méthodologie de notation. C'est un score de 1 à 5. Après plusieurs théories, donc on inspiré de la Cognitive Load Theory de Sweller en 1988. Un mot, il dit que un mot, ça va imposer une charge intrinsèque, donc complexité du concept, et une charge extrinsèque, connaissance nécessaire. Donc, c'est deux choses qu'il différencie bien. Et pour la complexité conceptuelle, on va utiliser et s'appuyer sur le Dual Coding Theory et la théorie de la compréhension lexicale pour un concept est imaginable ou sensoriellement représentable, plus il est difficile, et plus il est abstrait ou systémique, plus il est difficile. Donc le score, comme vous voyez, ça va partir de 1 jusqu'à 5. 1, c'est très spécialisé, 5, c'est non spécialisé. Donc, comme vous voyez sur le tableau, on a pris 3 exemples, l'intestin grêle, en comparant avec les sources de définitions médicaux, les Google Scholar. On a trouvé que c'est correspond à 4, donc concept concret, peu de connaissances variables requises, parce qu'on l'utilise beaucoup, on l'a trouvé beaucoup. Asthénie, un petit peu moins, ça demande quand même de distinguer fatigue normale ou pathologique. Et on a pathomimique, et ça donne vraiment, on a besoin d'une forte charge cognitive, donc on a besoin vraiment d'avoir au préalable quelque chose qui nous montre, ça veut dire quoi pathomimie. En passant aux complexités conceptuelles, donc on a utilisé les mêmes termes, ça revenait au même un petit peu, sauf pour asthénie, asthénie grêle, ça a pris 4. Asthénie, c'est 4 aussi. Pathomimie, ça reste très abstrait. On n'arrive pas à visualiser vraiment. Il n'y a pas de concept qu'on a avant pour devenir cette maladie. Et donc, ici, on a choisi 2 maladies, donc pour analyser un petit peu, pour aller plus loin en terminologie, pour expliquer exactement qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus. Donc, on a choisi glaucome et rétinoblastome. Les deux sont des maladies donc, de l'œil. Si on commence par le rétinoblastome, c'est donc une tumeur cancéreuse rare de la rétine touchant principalement les jeunes enfants. Donc, c'est une chaîne d'hyperonymes, et quand je parle d'hyperonymes, ça veut dire que c'est un mot qui englobe encore de plus de concepts. Donc, c'est quelque chose de plus grand. Vous voyez ici la personne qui a dit, dans le cas de cancer de l'œil, par exemple, le rétinoblastome, c'est un cancer de la rétine qui touche surtout les enfants. Et si, pour définir le rétinoblastome, il a dit tout de suite cancer de l'œil, donc il a vulgarisé de manière globale, c'est un cancer de l'œil.
Après, il a choisi un trait conceptuel. Un trait conceptuel, ça veut dire quelque chose de caractérise ce qu'il veut expliquer, ce qu'il veut vulgariser. Donc ici, il a choisi que c'est un cancer qui va toucher surtout les enfants. Donc vous voyez ici rétinoblastome. Il y a plusieurs hyperonymes ici, sur les flèches pour remonter encore à cancer de l'œil et généralement maladie de l'œil. Si on prend glaucome, donc c'est une maladie aussi de l'œil, c'est une maladie chronique de l'œil entraînant une atteinte de nerf optique et pouvant conduire donc à une cécité. Vous voyez ici aussi, il a utilisé, ça, c'est dans le même champ lexical, donc maladie de l'œil. Mais ici, par exemple, la personne a dit, et puis à 14h30, ça sera docteur consacré aujourd'hui au glaucome, une maladie de l'œil qui peut entraîner une cécité. Donc, on a vraiment vulgarisé, on a pris glaucome, on a mis maladie de l'œil tout de suite, et après, on a dit quand même le trait conceptuel, la caractéristique qu'il a choisi, c'est une maladie qui peut entraîner une cécité. Donc, il est revenu un petit peu sur un terme technique, même si on connaît ça veut dire quoi, cécité, ça vient de latin, et que quand on ne voit plus, c'est quand même, ça reste un terme technique. Et donc, malgré le fait que les deux ont choisi presque le même champ lexical, donc comme elle a dit, mais chacun a vulgarisé et ici, on ne juge pas du tout la vulgarisation, est-ce que c'est bon ou non, c'est juste pour vous montrer à quel point on peut aller plus loin dans l'analyse. Et donc, pour conclure, la communication entre patient et médecin illustre bien donc le passage d'un modèle médical paternaliste à un modèle très participatif centré sur le patient, au cœur des recherches linguistiques depuis les années 1990. Cette évolution donc s'accompagne d'un effort croissant pour rendre la terminologie médicale plus accessible grâce à la vulgarisation, l'analyse du degré de complexité des termes. À l'avenir, il sera pertinent donc de croiser des approches linguistiques avec des études empiriques, empiriques de compréhension pour affiner des outils donc, de communication et réduire encore le fossé entre les soignants et les patients. Et pour conclure la conclusion, on va donc rappeler aussi que l'approche a permis donc d'obtenir un certain nombre de termes vulgarisés, mais que, étant donné que nous n'avons mobilisé qu'une méthode statistique, on dépend à 100% des fréquences et que donc, comme on l'avait évoqué un peu plus tôt, le quantitatif prend le pas sur le qualitatif et tout ce qui relève de l'apax, du terme qui est mobilisé qu'une fois, du lemme qui n'est utilisé qu'une ou deux fois, nécessairement, on n'arrive pas à le capter et ça n'en demeure encore une fois pas moins un terme ou un terme vulgarisé pour autant. Deux phénomènes liés à la spécificité lématique nous ont permis d'améliorer nos résultats, qu'on va aborder en premier lieu, et on viendra très rapidement sur un phénomène qui est celui-ci lié à la spécificité sémantique. D'abord, on a des lemmes plus ou moins vulgarisés et ou à grande diffusion au sein du domaine, comme par exemple maladie ou estomac, dont la surreprésentation dans le corpus de l'INA s'explique par le choix thématique du magazine de la santé. Ils ne sont utilisés que pour dénoter un concept médical. Et dans un second temps, on a également des lemmes qui sont utilisés et construits et dont la présence est surévaluée parce qu'ils sont liés à d'autres concepts. On a par exemple le lemme blanc qui se retrouve imbriqué dans blanc de l'œil par exemple, mais aussi dans d'autres syntagmes terminologiques du type globule blanc, mais également dans des syntagmes qui sont beaucoup moins, voire aucunement terminologiques, du genre vin blanc, sucre blanc, etc. etc. Étant donné que les thématiques qui sont abordées au sein du MAC de la santé sont relativement hétérogènes, on a à la fois du médical et d'autres thématiques qui surévaluent nécessairement la présence de certains lemmes, ce qui, en l'occurrence, nous a arrangé, évidemment. Concernant la spécificité sémantique, je l'évoquais tout à l'heure, l'outil que nous utilisons ne possède pas un modèle d'étiquetage qui est extrêmement développé en ce qui concerne le français, du moins. Et donc, nécessairement, on a eu une présence massive d'étiquettes Z99, ce qui explique donc qu'on a pu identifier des lemmes qui sont reliés, mais un modèle plus fonctionnel, vraisemblablement, les aurait classifiés de manière un petit peu différente, et les scores de spécificité sémantique s'en seraient retrouvés modifiés. Ça ne prédit pas pour autant des résultats qui seraient moins bons ou meilleurs. En tout cas, simplement, ici, ça nous a permis d'avoir une spécificité sémantique qui est relativement basse et qui nous a donc permis d'obtenir des résultats. Tout cela aboutit à une précision qui est ridiculement faible et que j'ai honte de me diffuser ici, surtout quand j'ai vu d'autres présentations, certains chiffres, avec un rappel qui est relativement bon. Quand bien même on cherche à ratisser un peu moins large pour réduire le bruit en rehaussant les deux seuils de significativité statistique à 3,09, la précision est à peine doublée et les lemmes qui n'étaient pas détectés initialement ne le sont toujours pas.
Alors, on a plusieurs pistes d'amélioration. En premier lieu, on peut évidemment espérer que les modèles d'étiquetage sémantique à l'avenir soient améliorés, mais ça n'est pas l'air d'être la priorité des universitaires de Lancaster. Euh, et il y a une étape sur laquelle on est en train de travailler actuellement qui consisterait donc à définir la spécificité lématique via un sous-corpus d'analyse, donc comprenez là l'émission individuelle, et de conserver le calcul de la spécificité sémantique à partir du corpus entier. Euh, L'idée ici, c'est que pour les lemmes à faible usage, ça implique que l'écart entre les proportions qui sont mesurées au niveau du sous-ensemble d'analyse et au niveau de l'ensemble non spécialisé augmente considérablement, ce qui a donc un effet sur la spécificité lématique. Le lemme fig que je vous ai mis un peu plus tôt avait initialement une spécificité lématique qui est égale à 0,25. Si on considère la comparaison entre l'émission dans laquelle le lemme fig apparaît en regard du corpus de référence, la spécificité passe à 2,4, ce qui est acceptable au regard de notre seuil. Et également concernant le corpus en tant que tel, concernant les données, pour sortir un petit peu des œillères de notre méthodologie, on a pensé à l'avenir, pourquoi pas, à pouvoir identifier en terminologie des concepts complexes ou des termes flous, via la présence par exemple de lemmes comme truc, comme dans l'extrait que vous avez ici. Quand on parle de truc ventriculaire, c'est vraisemblablement qu'il y a un préconceptuel qui est lié au concept initial, qui aurait dû être nommé dans le discours, qui n'apparaît pas clair pour la personne qui en parle. On aurait pu penser également à identifier la présence d'anglicismes, toujours à des fins de normalisation. Il y a par exemple le terme peeling qui est utilisé couramment en français depuis des années, mais qui ne fait toujours pas l'objet d'une standardisation et d'une tentative de francisation par les instances qui s'y consacrent en France, comme la Délégation générale à la langue de France et la langue française. Euh, et toujours dans ce que disait Mohamed de affiner les stratégies de communication, c'est peut-être aussi tenter de légitimer auprès des personnels soignants et des médecins des stratégies que l'on arrive à extraire et analyser et qui sont des stratégies issues de contextes réels et qui ne sont pas fantasmées par des linguistes, mais bien tirées de l'usage d'autres médecins et dont on postule évidemment qu'elles sont plus faciles à légitimer à leurs yeux. Vous avez là quelques petites références bibliographiques qui nous ont accompagnés tout au long de cette présentation et on vous remercie pour votre attention. Donc, Merci beaucoup. Et moi, j'ai une petite question un peu sur votre. Vous avez une démarche que je trouve profondément qualitative. Merci, vous utilisez les outils statistiques. Quel est votre rapport, j'allais dire presque affectif avec l'outil informatique? Est-ce que vous voyez ça comme. Vous parlez aussi beaucoup de. Vous avez parlé à un moment de méthodes semi-automatiques. Donc, il y a un rapport avec la machine qui est, oui, qui est un petit peu différent d'autres domaines, quoi. il y a une tension entre la machine et nous. Voilà. Oui, Ah, absolument, parce oui, que parce que on va dire un truc, je me dis, W-Matrix, simplement, c'est pas le bon outil. Et puis voilà. alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, W-Matrix ne fonctionne pas très bien pour le français, mais c'est à date le seul qui existe. C'est aussi un des problèmes sous-jacents, c'est le manque de développement d'outils dans nos champs thématiques qui, des fois, pose problème. Au-delà de l'existence ou non d'outils, c'est l'efficacité, comme vous le soulignez aussi. Et en ce qui concerne le statistique, on a du mal à parler de méthode automatique en linguistique de corpus et en terminologie notamment, parce que on s'est rendu compte, et ça fait à peu près 20-30 ans qu'il y a des premières solutions de traitement statistique de corpus en terminologie qui ont vu le jour. Je faisais référence un peu plus tôt aux travaux de Patrick Drouin de l'Université de Montréal, qui sont vraiment fondateurs en la matière, dans l'extraction de terminologie. Vous mettez un corpus, il est comparé et on vous sort ce qui est le plus susceptible d'être un terme. On a tout de suite identifié les limites. Par exemple, le fait que, c'est ce qu'on présentait aussi aujourd'hui, des lemmes qui sont sous-représentés, qui sont utilisés qu'une seule fois, mais qui sont pour autant des termes. C'est-à-dire que la spécificité ne dit rien, enfin, donne un indice, mais ça ne tranche pas quant à l'aspect spécialisé. Ça, c'est des biais, enfin, du moins des problèmes qui ont été identifiés il y a 20 ans et pour lesquels il y a peu de tentatives de surdéveloppement pour pallier ces problèmes-là. Il y a des tentatives, toujours, le fameux Patrick Drouin, là, récemment, a essayé de mêler ce score de spécificité à, par exemple, la distance sémantique calculée à partir de la vectorisation d'un corpus spécialisé et d'un corpus de référence, pour de ce qu'il appelle des lemmes transdisciplinaires, c'est-à-dire par exemple modèle. Modèle, c'est un terme qui se retrouve imbriqué dans un nombre de domaines techniques faramineux, et de fait, on aura beaucoup plus de mal à le sortir d'un corpus spécialisé parce qu'il est probable que sa fréquence dans un corpus de référence soit quand même élevée, parce que souvent ça pénètre aussi le discours général. Alors lui, il propose de garder sa spécificité et d'y ajouter en facteur la distance sémantique,
calculer entre modèles dans le corpus général et modèles dans le corpus spécialisé pour bien distinguer, par exemple, je dis une bêtise, le modèle de prédiction climatique du modèle mathématique, par exemple. Et les résultats étaient relativement bons, hein, ça a à peine 4 ans ces recherches, si je dis pas de bêtises. Les résultats sont bons, mais il est un petit peu seul à s'y intéresser. Alors non, ce serait faire un mauvais procès aux autres que de dire ça, mais on est toujours dans une approche donc semi-automatique, et j'insiste là-dessus, parce qu'on a de tout temps été un petit peu froid à l'idée d'utiliser des outils. On l'a retiré finalement de notre présentation, mais la terminologie, c'est un champ qui a été défini initialement par un chercheur autrichien qui s'appelle Eugen Wüster, qui était un ingénieur et qui avait pour objectif suprême comment dire, la communication désambiguïsée entre tous les experts d'un domaine. Donc l'idée, c'était la standardisation avant tout. Il n'y avait pas forcément, comme le disait Mohamed, encore la réflexion sur l'usage. Et donc on a mis du temps à développer les outils. Et derrière, on a mis du temps à légitimer ces outils. Derrière, quand on les utilise, même nous maintenant qui les utilisons couramment, on a une défiance qui est normale, étant donné que la culture du domaine ne veut pas nécessairement qu'on leur prête une confiance absolue, et parce que les résultats, à part quelques rares exceptions, sont à 100% satisfaisants. On a quand même un tri manuel, on a toujours un regard à apporter. Alors, c'était ça, l'impression que ça donne, c'est que vous revenez toujours à la source. Ouais. Absolument. Ouais. Ouais. Donc, Ça, c'est intéressant. ça fait partie de la démarche terminologique, c'est-à-dire que c'est Une détour éthique, alors. c'est aussi, oui, oui, absolument. On travaille énormément avec des experts aussi, en contact direct avec des experts. Alors, c'est pas forcément le cas de Maître qui est aussi médecin, donc il comprend aussi la terminologie qu'il étudie. Voilà, il est son propre expert, exactement. Mais la coutume, en tout cas la tradition de recherche, veut que ce soit quand même beaucoup plus simple si vous intéressez à la terminologie, la physique quantique, que vous travaillez avec des physiciens qui connaissent ces questions-là, pour vous éclairer un petit peu sur le sens, pour vous éclairer sur l'usage, etc. Donc il y a aussi une tradition qui est maintenant longue, parce qu'elle a plus de 30 ans, de recours aux experts pour éviter de raconter n'importe quoi. Absolument. S'il y a des questions. Ouais, j'ai une remarque et une question. Non, la remarque, c'est, ça vient du côté de l'historien de la santé quand même. Je serais très prudent de dire qu'il y a eu un grand bouleversement dans les années 80 et qu'il n'y a pas de vulgarisation avant et qu'il y a vulgarisation après. Je pense que on a vulgarisé tout au long du XXe siècle, et si c'est pas depuis beaucoup plus longtemps. Donc, oui, je suis pas sûr que vous avez besoin de cette dichotomie de dire ça. Il y avait, enfin, je pense que je l'ai dit, enfin, vous avez peut-être raison, mais juste le fait qu'il y a un basculement, que l'État prend en charge quand vraiment on commence à vulgariser. Il y avait des vulgarisations, bien sûr, depuis 1600, si on remonte vraiment, il y avait le dictionnaire des maladies que pour les paysans au XVIe siècle, ça existait. C'est juste que l'autre autorité de santé, qu'il y a l'état généraux de tout ce qui concerne en 1998, vraiment qui a mis le point, oui, il faut qu'on vulgarise, il faut que le patient vraiment participe. Et après, il y avait plusieurs, mais bien sûr, il y avait la vulgarisation de manière globale. C'est juste que cette période, elle était vraiment très dense par rapport que vraiment il y a un modèle que vraiment le patient doit participer. C'est un modèle participatif qui n'était pas vraiment avant. Il y avait la vulgarisation, mais pas autant. C'est pour cela peut-être Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites du temps? Le temps en boîte modèle, si j'ai bien compris, vous avez un corpus qui couvre une quinzaine d'années. Absolument. Si vous prenez un terme comme coronavirus, je pense que sur 10 années de votre, c'est un gros mot médical, donc un terme d'expert, à partir de 2021, c'est un terme totalement vulgarisé. Et c'est pas vulgarisé parce qu'il a été traduit, mais vulgarisé parce que il fait partie de ce que la pandémie l'a vulgarisé. Absolument. Alors, on n'a pas travaillé sur l'événementialité qui était contenue dans notre corpus. L'empan chronologique de ce corpus, c'était en premier lieu parce qu'on voulait mobiliser une approche qui était une approche différente, qui ne s'intéressait pas nécessairement à la vulgarisation, mais à l'évolution sémantique, via un calcul sur lequel je ne vais pas épiloguer, mais qui permettait de quantifier synchroniquement un degré d'hétérogénéité sémantique. Et c'était l'idée d'appliquer ce coefficient pour des termes du corpus
sur plusieurs années pour voir si on pouvait identifier à partir de là des périodes, voire pourquoi pas des années précisément, voire pourquoi pas même des mois, en tout cas ça dépend du degré de granularité, où les changements sémantiques ont lieu, pour ensuite renverser, pourquoi pas, et pourquoi pas voir que coronavirus, finalement, se déspécialise d'une certaine manière, enfin se déterminologise, parce que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire pénètre le langage courant, et une acception peut-être beaucoup moins médicale qu'avant, ça devient un terme de société que tout le monde peut se réapproprier. Cette méthode, on ne l'a pas mobilisée ici parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment de données. Parce que c'est une méthode qui se base sur la co-occurrence lexicale et que pour avoir des résultats qui sont fiables en co-occurrence lexicale, en fait, on ne pouvait pas mobiliser qu'une douzaine d'émissions par an. Il nous en aurait fallu au moins une centaine pour que ce soit vraiment fiable. Donc, on a changé nos fusils d'épaule et on a shifté un peu sur plutôt le principe de vulgarisation qu'on peut pour le coup, étudié ici de manière synchronique, quand bien même le corpus initialement a été construit à des fins d'analyse diachronique. On ne désespère pas de le faire. J'ai toutefois précisé l'empan chronologique de peur de me faire taper sur les doigts, parce que c'est ainsi que je l'avais demandé initialement, donc je voulais quand même le préciser. Mais il n'y a eu aucun traitement diachronique. Ça n'a pas été le lieu aujourd'hui et dans nos recherches jusque-là de ça. Ça le sera à partir du moment où on demandera beaucoup plus de données et qu'on pourra appliquer cette méthodologie-là, ou d'autres d'ailleurs. Mais oui, pour le moment, on n'a pas vraiment travaillé sur ces questions-là. Difficile, j'avoue. Merci, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me suis dit une chose, c'est que... Alors, j'ai une question en deux questions. La première question, c'est dans le mail de la santé, quelle place a l'alimentation et les techniques de prévention non médicalisées? Parce que la deuxième question, s'il y a une grosse place à ça, et je présume que oui, est-ce que vous trouvez, enfin, est-ce que vous trouvez, ou est-ce que les pistes, ce serait de regarder si, en fait, c'est un domaine dans lequel il y a moins de vulgarisation, parce qu'en fait, il y a moins de termes techniques, ou est-ce qu'il y en a, ou est-ce que, en fait, des termes techniques qui sont médicalisés ou pseudo-médicalisés, etc. Moi, j'ai l'impression que sur cette question de la vulgarisation et des contenus médiatiques médicaux, en fait, toutes les personnes, enfin, à chaque fois qu'on discute avec les gens, on se casse tous les dents sur l'alimentation, parce qu'en gros, souvent, que ce soit genre, les magazines de santé, etc., en fait, on a l'impression qu'on y va pour la médecine, mais généralement, il y a la moitié du truc qui est de la bouffe et des crèmes, quoi. Et ça, pour le coup, il y a des stratégies de scientifiser la crème en disant oui, il y a des oméga, je sais pas quoi, etc. Et à l'inverse, il y a beaucoup de discours qui sont... Je voulais juste savoir si c'est quelque chose que vous avez regardé. C'est pas. Alors oui, parce que dans vos deux questions, finalement, se recoupent sur le matériau qui est choisi, et c'est pas un niveau de granularité sur lequel on est encore allé. On a pris des transcriptions brutes. En observant, typiquement, je trouvais que blanc était vraiment... Le lemme blanc, sa surreprésentation était vraiment représentative de ce que vous supputiez, donc je pense qu'on peut un peu abonder dans votre sens sans pour autant l'affirmer avec certitude, mais que oui, il y a quand même une part importante de ces émissions qui est consacrée à des rubriques gastronomiques, à des rubriques alimentation, etc. Du reste, sur le choix du matériau, il me semble que c'est plutôt le statut de l'émission du mal de la santé qui est, disons, la grande émission de vulgarisation médicale en France depuis au moins 30 ans, si je dis pas de bêtises, qui fait que ça en fait une plateforme de diffusion privilégiée aux yeux des usagers et de tout un chacun, des locuteurs de la langue, pour ou bien proposer des alternatives vulgarisées, ou pour les recevoir et les juger. C'était l'idée d'une slide qui reprenait l'usage sur Google, par exemple, c'était de montrer, comme le disait Mohamed, que il y a parfois des alternatives vulgarisées qui sont beaucoup moins usitées que les termes techniques eux-mêmes. C'est peut-être parce que le MAC de la santé, ou d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls responsables, mais ce sont les plus importants, à l'échelle française du moins, hexagonale, non, française je pense même, n'a pas insisté dessus, ou alors ne considère pas qu'il y a nécessité à insister sur une vulgarisation du terme intestin grêle, par exemple. On pourrait même penser à un niveau de redécoupement, la nécessité de vulgarisation en fonction de ce dont il s'agit. Un organe est peut-être plus facile à visualiser, c'était ce principe de charge cognitive. On a plus de facilité à se visualiser, à se représenter un organe, par exemple, qu'un traitement. Ça, c'est des questions qui vont nous nourrir encore pendant des mois, et merci pour la question qui les met en lumière. Merci beaucoup. Merci à eux. Merci.